Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Marie-Josée Malice, bonjour. Bonjour. On va parler d'Hyperion, mot à mot, des expressions, des formules, des mots, et vous les mâchez et vous les appropriez. Je voudrais commencer peut-être par une formule, une citation de Marcel Gauchet. Marcel Gauchet qui dit « Le fou est fou, mais il est mon pareil. Non pas je suis fou comme le fou, mais en quoi puis-je être fou au-delà de ce qui m'en gare ?» C'est très émouvant de commencer à parler de Hölderlin par ce biais, en fait. En effet, je crois que réellement la question de la folie de Hölderlin est une question paradigmatique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont on dit qu'il est devenu fou, alors qu'on ne sait pas très bien au fond ce qui s'est passé. Je pense plutôt qu'il s'est mis à l'écart de son temps, à l'écart de l'époque, et qu'il est rentré dans une réserve de silence. Donc évidemment, il n'était plus... 36 ans oui. en contact avec la société, oui. Et 37 ans, dans une folie, enfin en tout cas dans un retrait. Dans un retrait, oui. Et toute sa création date de sa vie, des 36 premières années de sa vie. Des 36 premières années de sa vie, à ceci près que lorsqu'il était reclus chez le menuisier Zimmer, oui. C'est très très beau, un homme du peuple qui est venu chercher le poète fou et qui a dit « je veux lui donner hospitalité ». Il a continué à écrire des poèmes, Hölderlin. Et ces poèmes qui sont très simples, qui sont très prosaïques, qui sont comme des descriptions de ce qu'il voit à sa fenêtre, vous savez, il les post-datait. Il les signait sous un faux nom, il les signait sous la signature de Scardanelli, et il les post-datait. Donc ce sont des poèmes qui sont signés sous la date 1914, par exemple. Et on a le sentiment qu'il dit, bon, dans ce temps-ci, je ne peux pas vivre, mais j'envoie au futur, à d'autres époques, un message. Et peut-être que ce que j'ai à dire sera entendu par-delà l'histoire de ce temps présent, en fait. Cher Julie, à propos de Hölderlin, sur lequel il a écrit, il dit la chose suivante. Il dit « Ce trop aimant qui fut un enfant mal aimé, ce poète qui ne pouvait finir que foudroyé. » Mot à mot avec vous, Marie-Josée Malice, quelle nécessité, c'est le mot nécessité par rapport à Hölderlin? Moi, je pense que Hölderlin pose toutes les questions à la modernité, toutes les questions qu'elle a à résoudre. Et la nécessité, c'était de se dire, voilà un poète qui a examiné précisément la Révolution française, qui a compris que se jouait dans cette séquence tout le devenir de notre modernité, à savoir, en effet, un épisode d'émancipation, le désir porté par le peuple d'inventer un monde juste, et qui a vu l'échec de cette tentative. Et étrangement, cet échec est devenu presque le destin de toutes les révolutions qui se sont ensuite succédées. Et donc, il est le premier à se demander par quel biais nous pourrons inventer une politique juste, égalitaire, mais qui soit tenable, qui soit vivable longtemps par les hommes. Et ce qu'il examine très précisément, c'est notamment la relation à l'État, à savoir donc comment les individus s'en remettent à une puissance publique pour établir ce qui est juste. Et Hölderlin est le premier à dire que c'est un mauvais biais, que la politique égalitaire ne doit pas passer par l'État. Elle doit se reposer sur les individus. Et pour ça, dit-il, il faut donc que les poètes aident les gens, les poètes, les artistes et tous les hommes de bonne volonté, aident les gens à aimer le monde autrement. Et nous y sommes encore, je dirais, parce que finalement, le schéma révolutionnaire est quand même celui d'une prise de pouvoir par les gens pour occuper la place des possédants. Et Hölderlin nous dit en un sens, si nous voulons changer le monde, il faut vouloir autre chose dans ce monde. Et sans doute pas le pouvoir.
sans doute la pauvreté. Et c'est sans doute la jeunesse qui le veut le mieux ou qui peut le vouloir le mieux. On va regarder tout à l'heure un extrait de cette pièce, mais sur la Révolution, le mot que je vous suggère, c'est Robespierre. Oui, Robespierre, je crois qu'on est dans un moment de réexamen de ce qu'a été Robespierre. C'est très intéressant. Pour moi, Robespierre, c'est le plus juste d'entre tous, en fait. J'ai une grande admiration pour le destin de Robespierre. Et pour moi, il incarne vraiment cette recherche jusqu'au bout, de, à la fois, la fidélité à l'idée révolutionnaire et en même temps, par tous les moyens, Robespierre était le plus conscient du destin catastrophique de la Révolution. Vous savez qu'il y a un grand épisode mystérieux, le retrait de Robespierre juste avant sa mort, parce qu'il avait compris qu'en fait, la Révolution se faisait sans les gens, que les gens n'aimaient pas assez, justement, la fraternité, l'égalité, que finalement, nous n'aimions pas dans ce monde-ci les qualités sensibles, les choses de ce monde-ci qui répondaient à la Révolution. Nous n'aimions pas assez la pauvreté, nous n'aimions pas assez la dépossession. Et je crois que Robespierre, pour moi, c'est ça, en fait. C'est celui qui, jusqu'au bout, aura essayé de faire que les gens soient avec la Révolution. On va regarder un extrait de Hyperion 1794. Comment, après Gruber, vous revisitez ce roman qui est un roman rendu culte, poncif, tant pis, mais voilà. Extrait de votre rapport à Hyperion 1794. Ton esprit avait passé en moi. Mais cela n'est pu me nuire. Seule ta destinée m'a changé. Cette nouvelle vie, nueva vida. Les quelques mots qui viennent derrière par rapport à votre proposition théâtrale, notamment sur ce texte-là, c'est frontal. Les spectateurs se fabriquent eux-mêmes. Et c'est un troisième mot que j'ai entendu chez l'une de vos spectatrices, c'est l'évitation. C'est parfait, c'est très beau. Alors, je dois répondre, oui, maintenant. En fait, oui, je pratique un théâtre de l'adresse. J'ai pratiquement renoncé à tout ce qui est situation, personnage, etc. Je pratique un théâtre de l'énonciation, c'est-à-dire que ce que je veux voir au théâtre, ce sont des acteurs mis au pied du mur de leur existence par un texte et témoignant face au public de ce qu'un texte peut produire en termes de modification de soi. Donc c'est un théâtre fraternel qui est comme ça, parfaitement, je pense, égalitaire. La scène, la salle sont allumées, tout le monde est dans le même contenant. Et nous sommes... Vous m'avez une expression, j'allais vous proposer l'expression allumer la salle, mais vous venez de l'évacuer. Très bien. Oui. Parfait. Et nous sommes là, et je crois qu'en fait, ce que doit faire un acteur, c'est réellement penser un texte en termes de ce qu'il vaut, ce texte, pour sa vie. Et lorsque l'acteur dit un texte, il se dit, mais ce mot, si je le comprends et l'applique à mon existence, il ouvre un plan de conséquences vertigineux. Et c'est alors, l'acteur est submergé par une émotion unique, en fait. Et c'est ça que je veux donner à voir aux spectateurs, en fait. Sur ce que vous dites, je mets le mot désincarnation, alors avec risque de désincarnation pour le public. Certainement, c'est vrai que dans la mesure où, évidemment, on fait toujours du théâtre de manière polémique, on fait toujours du théâtre contre le théâtre, en un sens. Et évidemment, le théâtre installé, le théâtre conventionnel, est celui de l'incarnation, des acteurs qui incarnent des personnages.
Moi, je mets en retrait la question du personnage et je mets en avant l'acte de dire ici et maintenant un texte dont il faut examiner en quoi il nous engage pour nos vies, pour notre futur. Et ça provoque en effet des effets surprenants et pour certains paradoxaux, voire frustrants, de disparition de la théâtralité conventionnelle. Vous dites, hein, ce sont vos qualificatifs, froid, désertique, scandaleux. Je dis qu'il n'est ni froid ni désertique. Je dis qu'il est scandaleux. Je dis qu'en fait, il est très chaud ce théâtre. Il faut demander aux acteurs ce qu'ils vivent. Ils vivent des milliards d'émotions. Ils vivent une intensité corporelle et organique très très grande, mais évidemment à une échelle toute petite. Elle n'est pas une échelle surexpressive, mais il y a une mobilisation des affects incroyable. Et je pense que c'est un théâtre pour qui a envie de le regarder, qui est au contraire bouleversant. Mais évidemment, c'est un travail par le creux. Je fais partie de ces gens qui croient qu'aujourd'hui, il nous faut inventer des régimes d'images qui creusent la réalité, parce que le régime d'image commun qu'on voit partout est celui, au contraire, de la saturation. Et je pense qu'il est scandaleux, justement parce qu'il est œuvre de pensée, et que je pense qu'aujourd'hui, ce que personne n'a envie d'entendre, vous le savez, c'est de la pensée véritable, en fait. Et on a plutôt envie d'entendre de l'opinion et du spectaculaire, en fait. Expression au mot suivante, c'est modernité, printemps arabe, automne grec, on l'a vu sur scène, et Diotima. Oui. J'aurais pu dire Suzette. Suzette, exactement. Exactement. C'est joli, Suzette. Suzette. C'est une chanson, Suzette. Suzette. Suzette Gontard, oui. qui était la passion absolue de Hölderlin et qui devient Diotima pour Hyperion, qui va se battre contre les Turcs, le grec. Donc, vous avez modernisé tout ça. Oui, je l'ai modernisé parce que, en effet, bon, c'est toujours très émouvant, comme pour Gruber, hein, de se demander où en sommes-nous de la Grèce. Gruber, lui, évoquait la Grèce parce qu'on était dans un stade olympique. Et évidemment, c'était l'Allemagne, Gruber, l'Allemagne, années 70. Voilà, mais dans un stade olympique. Donc, nous en sommes de la Grèce à un moment où la Grèce est étranglée. Et donc voilà, c'est ce que je voulais évidemment évoquer, la Grèce actuelle, de même que Hölderlin travaillait dans la Grèce qui était actuelle en fait pour lui, hein, la Grèce occupée par les Turcs. Donc cette espèce de phare absolu, la Grèce comme mythe pour nous tous et source, et en même temps son destin abattardi, galvaudé, tragique. Donc nous sommes dans la même tension, je dirais, et évidemment la question qui est traversée, c'est comment ce présent qui est une impasse, le présent d'une Grèce actuelle étranglée par l'Europe, comment ce présent pourra-t-il éventuellement se revitaliser? Comment la jeunesse du monde pourra être redonnée à la Grèce? Et dans cette quête, Diotima est la figure politique par excellence. Je pense que Diotima incarne la beauté du monde et aussi la beauté révolutionnaire en fait. Théâtre, je vais citer Pasolini, Von Kleist, Hölderlin bien sûr, et Pirandello. Et ça c'est votre théâtre, plutôt récent, hein, mais en tout cas il y a là quelque chose qui structure votre travail. Pasolini, Kleist, Hölderlin, Pirandello. Oui. Ce que je fais aujourd'hui dans le théâtre, c'est que j'essaie de chercher les auteurs qui pour moi n'ont pas renoncé à la question du possible. Et, sur des registres différents. Sur des registres différents. Et donc la question pour moi du théâtre reste quand même celle du sublime, c'est-à-dire par quel petit filet étroit nous pourrons sortir hors de ce monde mort et déclarer qu'il y a un possible pour nous. Et donc je traque comme ça les auteurs qui me semblent être en contact avec ça, voire je décide de réinterpréter certains auteurs comme Pirandello, qui ont été mis du côté d'un relativisme conservateur, à mon avis. Hein. Le fait de prononcer que la nature humaine est corrompue, que tout est relatif, etc., qui est le mode interprétatif habituel sur ces auteurs. Moi, j'essaie de voir comment je peux les arracher à cette interprétation traditionnelle qu'en a faite le théâtre, et dire, mais non, en fait, ce sont des auteurs qui se sont saisis du théâtre
pour travailler la question du possible. Et pour Pirandello, à mon avis, c'est évident. En France, on lui a fait le mauvais procès d'avoir été fasciste, et on l'a mis du côté de la psychologie ou du relativisme, le théâtre dans le Comme théâtre. Heidegger qui a récupéré Hölderlin. Exactement. Et alors que je pense que Pirandello était un pur révolutionnaire, il était pour le théâtre aussi révolutionnaire que Brecht. Et la question du masque chez Pirandello était une question extraordinaire qui lui permettait d'interroger le statut du sujet contemporain. Non plus comme un homme rivé à une identité, mais comme un homme à qui la liberté de se construire était offerte. Mot suivant, c'est Aubervilliers. Aubervilliers. Aubervilliers, c'est une ville extraordinaire qui a donc ce théâtre de la Commune. Et c'est quand même... que vous dirigez. Que je dirige. Vous aimez le mot diriger? Non, je me suis beaucoup battue pour qu'on change les modalités de direction des théâtres. Et j'étais partisane d'une direction collégiale. Je travaille ainsi, je travaille toujours en coélaboration avec des gens. En revanche, ça ne me gêne pas de dire que je fais partie d'une génération qui doit prendre ses responsabilités. Et je pense que ma génération, celle des artistes qui ont travaillé en compagnie, s'est trop mise dans un retrait critique, disant que l'institution était exténuée, etc., et se contentant de la critique et du ressentiment. Et moi, comme je suis fille d'ouvrier agricole, boursière de la République, née à Perpignan, je me dis, mais plutôt que de critiquer, si j'allais voir par moi-même s'il existe réellement une marge de manœuvre, si on peut quand même faire autre chose que ce qui est fait. À cet égard, je peux dire que je dirige en un sens. C'est-à-dire que je crois qu'il nous faut de la méthode, de la pensée, de la rigueur et du désir dans les lieux et ne pas les vouer à l'inertie d'un système, en fait. Quelques expressions, et on achèvera ce mot à mot. Le mot formalisme, auquel j'associe le mot risque. Merci de le dire comme ça. Je crois qu'en effet, vous savez, je crois que la forme au théâtre est toujours née de l'idée que le théâtre construisait l'intuition d'un autre monde, d'un monde possible, un nouveau monde, bien meilleur que celui-ci. Et s'il s'agit de ça au théâtre, ce que je crois, alors évidemment, le théâtre propose une manière de vivre, de respirer sur scène, de s'exprimer, qui n'est plus la même que celle que nous trouvons dans le quotidien. Et c'est la grande querelle, enfin querelle très belle, entre Stanislavski, qui faisait du théâtre le miroir du monde, et Meyerhold, grand formaliste, qui a toujours dit que le théâtre était pure forme et qu'il fallait que les gens voient la forme, et qui lui était évidemment du côté d'un nouveau monde. En fait. Alors là, je vous propose avant le mot. Forcément. Oui. Avant le mot, il y a l'examen très sérieux de la situation présente. Il y a l'émotion, le recueillement pour ce monde-ci et la pensée de ce qu'il faut y sauver, ce qu'il faut, le souci, l'amour du réel en fait. Et c'est dans cet examen, je crois, que ensuite le mot juste peut sortir. Il ne faut pas trop se précipiter. Même chez Lacan, on n'y arrivait pas toujours. Hein. Oui. On va terminer par une formule, parce que je pense qu'elle a à voir avec vous. Vous êtes normalienne, parent agriculteur, et cette formule est la suivante, elle me vient de Michael Fessel, normalien lui-même, Oui. Je lui ai posé un jour la question, qu'est-ce qu'une élite? Et il m'a répondu ceci, qu'est-ce qu'une élite? Ce qu'elle devrait être. Dans un système démocratique, j'imagine qu'elle devrait travailler à sa propre disparition comme élite. C'est très beau. C'est très beau. Je crois qu'en effet, c'est insupportable, hein, l'idée qu'une élite soit nécessaire et qu'elle doive se reproduire. Et je pense qu'en effet, la grande question, ce sera quand même celle de l'égalité pour moi, de la fraternité totale en fait. Et dans ce temps-ci, puisque l'élite ne disparaît pas, je crois qu'elle doit faire ce que faisait Pasolini. Elle doit être du côté des questions justes qui scandalisent le monde et qui l'obligent à être à la hauteur de la vie des gens, en fait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu.
Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.